généralisé. Donc, on va reconnaître plein de modèles de Kelvin-Vogt, mais ces derniers vont être en série. Et ce modèle généralisé, lui aussi, est utilisé dans le cas d'une expérience précise en fluage. Alors, chaque système est caractérisé par ses propres caractéristiques, c'est-à-dire premier système de Kelvin-Vogt est caractérisé par son ressort qui a un module E1, un piston qui a une viscosité état 1, et ainsi de suite, pour le deuxième, pour le troisième, pour un système I, chacun étant aussi soumis à une contrainte qui lui est propre et une déformation qui lui est propre. Donc ça, c'était pour le système 3. Il est soumis à une contrainte sigma 3 et une déformation epsilon 3. OK? Alors, on veut faire une expérience de fluage, donc on va s'intéresser au module associé, c'est-à-dire la complaisance de fluage, qui vaut un D de T, qui vaut ce qui varie. En fluage, ce qui varie, c'est la déformation, et ce qui est constante, c'est la contrainte. Nous avons plein de systèmes en série. Quelles en sont les conséquences? Eh bien, on sait que quand on a des systèmes en série, la déformation du système global, que je note toujours, même notation upsilon et sigma sans indice. Donc, quand on a des éléments en série, la déformation du système global, c'est la somme des déformations. La déformation qu'on a dans le premier système, plus la déformation qu'on a dans le deuxième système, plus celle du troisième, plus, etc. Par contre, les contraintes qu'on a dans chaque branche, elles sont égales à la contrainte du système global. Et comme on fait une expérience de fluage, elles vont être égales à sigma 0, qui est une valeur constante qu'on va imposer instantanément. Pour un système de Kelvin-Vogt, nous l'avons déjà traité ensemble, on a abouti à une équation différentielle, on a résolu dans le cas d'une expérience de fluage, et on avait abouti à l'expression qui est en violette ici, upsilon de t qui est égal à sigma 0 divisé par E fois, entre crochets, 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Ici, j'ai mis des indices I parce que c'est vrai pour chaque système de Kelvin-Vogt. Chacun étant différent, parce que chacun a son propre module Young et sa propre viscosité. Donc, j'ai tout repris l'équation de Kelvin-Vogt, mais en mettant des indices, upsilon I ici, sigma 0 I ici, EI ici, et la constante de relaxation tau. C'est la même expression démontrée hier, mais avec un indice I. Et donc, je vais l'injecter, cette expression, dans le upsilon I qui est ici, puisqu'on a, je me répète, la déformation du système global, c'est la somme des déformations qu'on trouve dans chaque système de Kelvin-Vogt. Donc, j'écris que upsilon de t égale somme sur I, encore une fois. Donc, il manque le petit i de la somme. Somme sur I des upsilon I, et je remplace upsilon I par tout ça pour cette expression violette. Sigma 0, EI, 1, voilà, entre crochets, 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Par ailleurs, on a dit que le fait que les éléments étant en série, la contrainte du système global est égale à celle qu'on trouve dans chaque branche, et puisqu'on fait une expérience de fluage, c'est égal à une valeur constante, sigma 0, qui est imposée instantanément. Donc le sigma 0i, je l'ai remplacé par sigma 0. Puisque c'est une valeur constante, on peut alors le sortir de la somme. C'est ce que j'ai fait en passant à la deuxième ligne. Sigma 0, je l'ai sorti de la somme. Toujours de la somme sur I. Eh bien, ce n'est pas sigma qui a le I, c'est la somme. Somme sur I. Sigma 0 facteur de somme sur I est 1 moins exponentielle, 1 moins grand E de I fois entre crochets 1 moins exponentielle moins t sur tau I. OK? Alors, ça, c'est la déformation, mais nous, ce qu'on veut, c'est le module. On fait du fluage, donc le module qui m'intéresse, ça s'appelle la complaisance de fluage notée D de T. Donc, je cherche D de T qui est égal à ce qui varie sur ce qui est constant. Donc, je reprends mon expression
précédente et je la divise par sigma 0. Donc forcément, le terme ici va disparaître par cette division et il va rester que le reste. Donc ça, c'est 2dt. Et j'ai reprécisé que taux I, c'était la caractéristique d'une branche donnée, plus précisément la viscosité du piston divisé par le module Young du ressort. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On ne comprend pas le cisaillement, Xavier, j'avais pas vu ta question. C'est valable pour ce slide, je suppose. On peut prendre le cisaillement, sauf que toutes les notations changent. Ce que j'ai dit, c'est que je faisais toutes mes démonstrations dans le cours en élongation, pour pas trop vous perdre et pas trop mixer les notations, pour que vous appreniez toute cette méthodologie. Et une fois que vous l'avez acquise, après, effectivement, on va s'amuser à passer d'une élongation et un cisaillement. Il suffit après, si tu veux faire cette démonstration en cisaillement, tu prends ton tableau de correspondance et tu changes les notations. OK? C'est bon pour tout le monde? Va les mains. OK, il n'y a pas de souci. On a le temps. OK? Pas d'autres questions? Bon, c'est pas mal de maths, hein, donc n'hésitez pas à me dire si ça va trop vite. On continue? Alors, pour l'instant, ce qu'on a, c'est envisager un système dit continu. Les variables varient continuellement avec le temps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est des sollicitations sinusoïdales. Ça vient disparaître, ça. Hop. Donc maintenant, ce qu'on va envisager, c'est une réponse viscoélastique du matériau à des oscillations. Donc, ce qu'on va avoir maintenant, c'est upsilon de t va être sous la forme d'une sinusoïde. Donc, on va l'écrire upsilon 0 sinus oméga t. Et l'impact que ça va avoir sur la contrainte, eh bien, c'est que la contrainte va être aussi sinusoïdale, mais, pardon, on va enlever, mais va y avoir, selon le matériau, mais très souvent, un déphasage, sauf si le matériau est purement élastique, il n'y a pas de déphasage et répond instantanément à la sollicitation sinusoïdale, sinon il y a un décalage. Donc, on va avoir un terme aussi en sinus oméga t plus delta. Delta s'appelle le déphasage angulaire ou l'angle de perte. Et donc, en règle générale, on aura ça. Donc, je reprends. Lorsque on soumet maintenant le matériau à une déformation de type sinusoïdal, upsilon de t, on va l'écrire upsilon 0 sinus oméga t, eh bien, sigma sera de la forme sigma 0 sinus
oméga t plus delta. Delta étant le décalage, parce que le matériau ne répond pas forcément instantanément. Delta s'appelle le déphasage angulaire ou angle de perte. On va refaire encore des maths. Donc, de la trigo, rappel de formule de trigonométrique. On est capable de développer le sinus de A plus B. Je vous ai remis la formule. C'est sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B. Donc, je vais développer mon équation précédente de la contrainte en utilisant cette formule trigonométrique. A, ça va être oméga t. B, ça va être le déphasage angulaire. Donc, on y va. Et puis, il y aura le facteur sigma 0 devant. Donc, sigma 0. Sinus A, ça fait sinus oméga t. Il est là. Cosinus B, ça nous fait le cosinus du déphasage. Il est là. Plus, je remets le facteur multiplicatif sigma 0, qui est indépendant de la formule trigonométrique. Plus cosinus A, ça va être cosinus de oméga t. Il est là. Plus sinus B, sinus du déphasage, il est là. OK? J'ai développé la formule trigonométrique sinus A plus B. On obtient alors deux termes. Qu'est-ce que ça nous indique? Eh bien que si la déformation est sinusoïdale, la contrainte va être de la forme. Un terme qui sera facteur de sinus oméga t, donc un terme qui est en phase avec la déformation, et un terme qui est exprimé en cosinus oméga t. Or, qu'est-ce que c'est que cosinus oméga t? Donc là, on revise aussi un peu la trigo. Et sinus oméga t, c'est sinus oméga t plus pi sur 2. Donc, le deuxième terme, vu qu'il est en cosinus oméga t, ça veut dire que ce deuxième terme est en déphasage de pi sur 2 par rapport à la déformation. Donc, on a deux termes. Je répète, on a écrit quoi? Que si la déformation était sinusoïdale, la contrainte aura deux termes, un terme qui est en phase avec la déformation et un terme qui est en déphasage de pi sur 2 avec la déformation. Je vous laisse noter ça déjà. Oui, une question? Oui, madame. Je voulais vous demander, vu qu'on parle de phase et de déphasage, du coup, on aura des courbes sinusoïdales, du coup? Oui, pareil, avec un décalage. D'accord. Et du coup, en phase, ça veut dire que les courbes se superposent ou ça n'a rien à voir? Voilà. Ah, Ici, ça veut dire exactement que tu soumets le matériau à ta déformation, il répond aussitôt. C'est exactement, il n'y a aucun décalage entre les deux courbes. d'accord. Ah, ok. Moi, je commence à Ce n'est pas comprendre. la même. Ça marche, merci. Alors, je continue. On va, à cause des deux termes, on va poser que sigma dt est de la forme epsilon 0 fois un module E' fois sinus oméga t, ça va être pour le terme en phase, plus epsilon 0 fois un second module, E seconde, fois cosinus oméga t pour le second terme qui est en déphasage de pi sur 2. Donc ça, on pose. On va donc après identifier l'équation 1
et l'équation 2 pour déterminer exactement ce que vaut ces modules E' et E seconde. E', si on le fait un petit peu avec les mains, E' va correspondre à la partie qui répond instantanément. Donc, ça va être ce qu'on appelle le module de conservation. Pourquoi? Ça va être l'énergie qu'on est capable de le restituer. Par contre, E seconde, c'est le déphasage, qui va correspondre à la partie en déphasage. Ça va correspondre à l'énergie qu'on va perdre à cause des frottements dans le matériau. Donc, ça s'appelle ça le module de perte. Donc, ça, c'était pour introduire le vocabulaire. Maintenant, on retourne aux maths. Quand on identifie l'équation 1 et l'équation 2, je les ai mis en face. L'expression qu'on a développée grâce à la formule trigonométrique égale la formule qu'on a posée pour la définition de sigma t. J'ai écrit que c'est égal, et ça, surtout, c'est qu'il faut dire c'est vrai quel que soit t. Donc, ça veut dire que forcément, c'est vrai quel que soit t, c'est vrai quel que soit oméga t. Donc, ça veut dire que forcément, le terme sinus oméga t est égal au terme sinus oméga t. Plus précisément, ce qui est devant sinus oméga t doit être égal. Pareil, si on veut que ça soit vrai tout le temps, cette équation, eh bien, ça veut dire que ce terme-là est égal à ce terme-là, plus précisément, ce qui est devant les cosinus doit être égal. Parce que ça doit être vrai, quelle que soit la valeur de t, quelle que soit la valeur d'oméga t. On arrive donc à l'expression de E' et de E seconde. E' alors est égal à sigma 0 cosinus delta divisé par epsilon 0. Et E seconde, ça va être sigma 0 sinus delta divisé par epsilon 0. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on identifie nos équations 1 et les équations 2, si on veut que ça soit vrai tout le temps, ça veut dire que la seule façon que ça soit possible, les termes qui sont devant les sinus sont égaux, les termes qui sont devant les cosinus sont égaux. Donc, on a trouvé l'expression littérale de E' et de E seconde. Et on voit que dans E seconde, il y a un terme sinus du déphasage. Dans le terme E', il y a un terme cosinus du déphasage. Eh bien, sinus sur cosinus, c'est la tangente. Donc, la tangente du déphasage. Je vais monter mon slide parce qu'on ne le voit pas là. Donc, je vais effacer mes gribouillis. Hop là, un cran de trop. Donc, comme on a un terme sinus de delta et un terme cosinus de delta, on peut en extraire ici que sinus de delta, c'est E seconde epsilon 0 divisé par sigma 0. Ici, on a un terme cosinus de delta, c'est égal à E' epsilon 0 sur sigma 0. Donc, tangente de delta, sa définition, c'est sinus de delta divisé par cosinus de delta. On voit que les termes epsilon 0 vont disparaître, les termes sigma 0 vont disparaître. Il va nous rester uniquement le rapport des deux modules. Donc, la tangente de l'angle de perte, c'est le rapport du module de perte divisé par le module de conservation.
Ça va, c'est clair? Vous aimez la trigo? Non. Ah, il y a un oui. Très bien. Non, j'adore. Bon, les statistiques générales. Alors, les statistiques en général fait que les étudiants n'aiment pas trop la trigonométrie, se rappellent pas forcément de toutes les formules de sinus A plus B, cosinus A plus B, que cosinus oméga t égale sinus oméga t plus pi sur 2, tout ça, c'est pas forcément resté dans la mémoire, donc en général, on aime moyennement. Et donc, il y a une méthode qui est bien plus facile à faire que ça, et qui va nous donner les mêmes résultats. Alors maintenant, je vais répondre sérieusement à Jessica. Dans quel cas utilise-t-on cette démonstration? C'est quand tu as une sollicitation, pardon, une déformation sinusoïdale. Tout à l'heure, on n'avait pas ça. Ici, on aura des choses voilà, avec oméga qui est égal à 2pi f. Oméga, c'est la pulsation et f, la fréquence. OK? Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est bon, Jessica, tu as compris? Voilà, donc c'est quand vous verrez l'expression mathématique de upsilon, eh bien vous saurez si vous êtes dans le cas précédent ou vous êtes en train de traiter des oscillations. Alors, à quoi ça correspond les modules? Ça correspond, ce que j'ai dit, c'est E', ça va correspondre à l'énergie qui va être restituée, parce que le matériau a une partie élastique, et E seconde, ça sera l'énergie qui sera perdue, parce que on a toujours des frottements, pas sauf dans un matériau complètement élastique. Oui, une question? Oui, est-ce que vous pouvez réexpliquer ce que vous avez expliqué à Jessica à l'instant? Désolé, j'ai pas écouté. Pas de souci. Je disais que quand est-ce qu'on utilise ça par rapport à la partie précédente du cours, eh bien c'est la forme de upsilon qui va vous le dire. Si vous voyez des termes en sinus, cosinus, c'est que vous êtes dans le cadre des traités des oscillations. Alors qu'avant, on n'avait pas du tout des termes sinus et cosinus. Voilà. Donc c'est comme ça que vous allez le reconnaître. OK? Vous avez une période dans ce cas-là, quand vous avez des oscillations. Tout à l'heure, on n'a pas du tout de période. Alors, je disais que les formules trigonométriques, en général, ne sont pas bien forcément mémorisées par les étudiants, que même s'il n'y a pas énormément de lignes de calcul, ce n'est pas forcément la méthode que les étudiants préfèrent. Je ne sais pas si vous aurez le temps de faire un exercice en TD, je ne sais pas du coup si on le fera. Il y en a un qui vous démontre comme quoi c'est lourd, cette méthode, alors que si on utilise d'autres maths, qui sont les complexes, eh bien, on n'a pas toutes ces formules trigonométriques à connaître. Alors, malgré tout, j'ai fait un petit rappel des formules que je vais utiliser. On va commencer par ça, pour faire les petits rappels de maths, pour voir si pour tout le monde ça va. Exponentielle de A fois exponentielle de B, c'est la même chose que exponentielle de A plus B. Exponentielle de A divisé par exponentielle de B, c'est égal à exponentielle des exposants A moins B. On travaille sur des complexes. Pour faire le parallèle avec mon slide précédent, il faut savoir que exponentielle de ix, c'est égal à cosinus x plus i, le nombre complexe, sinus x. Donc ça sera pour faire le parallèle entre cette méthode-là, qui utilise les complexes, et la méthode précédente où on fait apparaître tous les cosinus et les sinus. Il me va falloir également savoir dériver l'exponentielle d'une fonction. Ma fonction u étant une fonction de la variable x. Donc la dérivée de ça, je dois comprendre que ça va être dans ce crayon, ce que je suis en train de dire, c'est la dérivée de u de x
par rapport à x, par rapport à la variable x. Donc la dérivée d'une exponentielle qui est où en exposant il y a une fonction de x, ça va être la dérivée de la fonction qui est en exposant, donc ce que je note u', exponentielle, et on réécrit tout, exponentielle de la fonction u de x. Ok, ça va, ça c'est rappel? Voilà. En fin de compte, si vous trouvez que ça, c'est bien plus simple que toutes les formules de trigo, parce que j'en ai mentionné qu'une en rappel en trigo, eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre les complexes. Et c'est moi aussi mon point de vue, les complexes sont beaucoup plus aisés à utiliser. Et si vous avez des doutes, vous ferez l'exercice en TD sur la comparaison de ces deux méthodes. Donc, on y va. Donc, on utilise maintenant plus des expressions sinusoïdales avec des sinus, des cosinus et tout. On utilise des complexes. Donc, on recommence de la même façon. La déformation, on la note E étoile, en complexe. Epsilon 0, exponentielle de I oméga t. On impose cette déformation et la contrainte, elle suit ou pas, enfin, avec un décalage si le matériau n'est pas purement élastique. Donc, ça ressemble un petit peu à la même chose que précédemment, sauf que maintenant, j'utilise des notations complexes. Qui dit notation complexe dit une partie réelle, une partie imaginaire. Donc, on va définir le module complexe, E étoile. Il aura une partie réelle, E', et une partie imaginaire, E seconde. E' et E seconde étant encore, évidemment, les modules de tout à l'heure. Hein. On fait la même chose, sauf que on utilise d'autres types de maths. Donc, le module complexe, ça va être E' plus I, le nombre complexe, fois E seconde. Donc, il aura une partie réelle, E', une partie imaginaire, E seconde. Le module complexe, ça va être le rapport des grandeurs complexes, la contrainte divisée par la déformation complexe. Je vais alors remplacer la contrainte complexe, la déformation complexe par les expressions précédentes. Donc, sigma étoile, c'est sigma 0 exponentielle de I oméga t plus delta, divisé par epsilon étoile. Epsilon étoile, c'est epsilon 0 exponentielle de I oméga t. J'utilise mes petits rappels. On va redire. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle de A plus exponentielle de B. Donc, c'est exponentielle de I oméga t fois exponentielle de I delta. Conclusion, le terme exponentielle de I oméga t va se supprimer avec celui de bas et va nous rester que celui-ci. OK? Évidemment, il va rester les termes constants, sigma 0 divisé par epsilon 0. Donc là, j'ai utilisé les petits rappels mathématiques, exponentielle de A fois exponentielle de B égale exponentielle de A plus B pour développer ce qui est ici. Et après, je fais une simplification. Les exponentielles de I oméga t disparaissent. Il est en haut, il est en bas, il disparaît. OK? Donc, j'obtiens que le module complexe E étoile est égal à sigma 0 divisé par epsilon 0 exponentielle de I oméga t. I oméga t, pour faire le parallèle avec mon slide précédent et vous montrer qu'on a écrit exactement la même chose, là, je reparle un petit peu une dernière fois des sinus et des cosinus en développant exponentielle de I delta. Qu'est-ce que c'est? C'est cosinus delta plus I sinus delta. J'écris que c'est égal à E' plus I E seconde, c'était sa définition, et on voit que, en ayant écrit cette définition, je vais retomber sur les mêmes expressions mathématiques, fort heureusement, de E' et de E seconde. En écrivant quoi? Eh bien, quand on écrit ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous écrivons la partie réelle égale la partie réelle, et la partie imaginaire doit être égale
à la partie imaginaire. Donc, la partie imaginaire égale la partie imaginaire. Voilà. On fera toujours, quand on travaille sur les complexes, on fait toujours ça. La partie réelle à gauche de l'équation égale la partie réelle à droite de l'équation. On fait pareil pour la partie imaginaire. La partie imaginaire à gauche de l'équation est égale à la partie imaginaire à droite de l'équation. Donc, on retrouve fort heureusement les mêmes expressions de E' et de E seconde qu'on a établies en faisant les formules trigonométriques. Évidemment, comme on a la même expression pour E' et pour E seconde, donc E' égale sigma 0 cosinus delta divisé par epsilon 0, E seconde égale sigma 0 sinus delta divisé par epsilon 0, et encore le sinus et le cosinus, on trouve la même chose pour tangente delta, c'est le rapport des deux modules. Je vous ai remis la définition delta. Delta s'appelle, enfin la définition, son nom, delta s'appelle déphasage angulaire ou angle de perte. Ça va? Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, oui, une question? Je comprends pas trop la différence avec ce qu'on a fait avant. En fait, on obtient la même chose du coup à la fin. Non, heureusement, hein. Heureusement, on a les mêmes expressions mathématiques des deux modules E' et E seconde. Mais après, on va réinjecter ça dans les modèles et manipuler des exponentielles, c'est beaucoup plus simple que de manipuler des cosinus et des sinus où il faut faire il faut expliciter ce que vaut cosinus A plus B, expliciter ce que vaut sinus A plus B, il faut dériver du cosinus, il faut dériver du sinus, il faut les intégrer. Enfin, les exponentielles, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Mais encore une fois, hein, il y aura l'exercice pour vous en convaincre. Pour l'instant, j'ai juste abordé les définitions et j'essaie déjà de vous montrer que en général, vous vous souvenez plus des formules des exponentielles que des formules de trigo. Mais je n'ai pas encore montré la lourdeur des systèmes trigonométriques qu'il va falloir injecter dans les modèles. Il faut connaître les deux méthodes. Eh bien, non, il faut suivre l'exercice. L'exercice, il va te dire, tu le fais avec la trigo ou tu le fais avec l'exponentielle. Si, encore une fois, je pars toujours du principe, quel que soit le cours que je fais, que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs dans un cours. Si vous vous sentez déjà juste, vous avez déjà du mal à suivre, misez plus sur l'exponentielle que pour les trigos. Les exponentielles, tout le monde va utiliser ça. Donc, si vous êtes sélectif sur le contenu du cours, misez plus sur les exponentielles que pour la méthode trigonométrique. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est à connaître? Maintenant, si on fait qu'est-ce qui est à connaître? La méthode, hein, parce que les méthodes, on les applique et on les applique tout le temps pour des systèmes qui sont pour l'instant simples. On travaille que sur la combinaison de deux éléments, un piston, un ressort. Après, on va multiplier les éléments. Il y aura 3, 4 éléments. Voilà. Donc, il faut s'entraîner à poser la méthode, parce qu'une fois qu'on a compris la méthodologie, on peut l'appliquer à des systèmes plus compliqués. Après, qu'est-ce qu'il y a à connaître? Je n'ai toujours pas répondu à cette question. En termes de formules, pour moi, les maths, il faut les savoir. Sans connaître nos formules de maths, on ne peut pas faire les méthodes. Et puis après, il y a voilà, ce qu'il faudra connaître, c'est ça. Voilà, là, on apprend ça. On apprend que E', c'est sigma 0 cosinus delta divisé par epsilon 0. Et E seconde, c'est sigma 0 sur epsilon 0 fois sinus delta. Après, tangente d'état en découle. Moi, je suis du genre à limiter. J'en apprends 2, et puis l'autre, il arrive. OK? Alors, maintenant, on va voir comment appliquer tout ça. N'oubliez pas qu'on veut faire des modèles, des propriétés mécaniques des polymères.
Je vais effacer un petit peu de tout ce que j'ai pu noter. On continue et maintenant on l'applique à des modèles. Alors je vais le faire, quelle heure, 9h30 à peu près. Je vais le faire pour Maxwell et j'aimerais bien que vous le fassiez pour le dernier, pour Kelvin Volt, pour voir un petit peu si vous y arrivez ou pas. Donc je le fais pour Maxwell. Qu'est-ce que je fais? Pour Maxwell, je reprends l'équation différentielle qu'on a établie ensemble, sauf qu'à epsilon, j'ai mis une petite étoile pour dire, maintenant, on travaille avec des valeurs complexes. Pour les sigma, dès que je le vois, je lui mets une petite étoile, il est complexe, et tout le reste, je ne change à rien à l'équation différentielle qu'on a établie précédemment en faisant une déformation qui dépendait, qui n'était pas sinusoïdale. OK? Donc, j'ai repris l'équation différentielle qu'on a établie ensemble pour Maxwell en mettant des étoiles à epsilon et sigma. Alors, avant de travailler un petit peu sur les complexes, je vais arranger, présenter autrement cette équation mathématique. Et ce qui me déplaît dans cette équation mathématique, c'est que j'ai des fractions. Ici, j'ai une fraction sigma étoile divisée par la viscosité eta. Donc, je multiplie toute la ligne par eta pour faire disparaître cette fraction. Donc, d de epsilon étoile sur dt, je le multiplie par eta. La même chose ici, donc je trouve eta sur E fois d de sigma étoile divisé par dt. Et ici, il reste que sigma étoile. Ça va? Je réarrange juste ma ligne du dessus. Après, je vais faire disparaître le terme viscosité en me servant de ça, en disant que eta, c'est tau fois E. J'expliquerai pourquoi on fait ça. Donc, maintenant, les termes où il y avait eta, je le remplace par la constante de relaxation fois le modulium du ressort. Donc, eta devient tau fois E ici. Eta devient, il y a eta divisé par E ici. Donc, il va rester que E, que tau, pardon. Et après, il y a juste le terme sigma étoile. Voilà. Pour l'instant, j'ai fait que du réarrangement de l'équation de Maxwell. Je n'ai pas encore commencé à aborder des choses nouvelles. Là, j'ai réarrangé juste l'équation de Maxwell que j'ai présentée un petit peu différemment. Il n'y a rien de nouveau, si ce n'est que epsilon et sigma, j'ai indiqué que c'était des grandeurs complexes maintenant, donc j'ai mis des petites étoiles. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Allez, on fait des maths. Enfin, je vous laisse peut-être ces 3 lignes. Oui, une question? Oui, je vois pas comment est-ce qu'il apparaît le premier taux dans la troisième ligne. Le premier taux dans la troisième ligne. Eh bien, j'ai dit que je prends la définition de la constante de relaxation, c'est la viscosité divisée par le module Young. Donc, du coup, que eta, c'est tau fois E. Donc, eta, ici, je l'ai remplacé par ça. Donc, j'ai tau E ici. Voilà. Donc, on a une équation différentielle, on n'a plus du tout de fraction, et on a fait disparaître la viscosité pour faire apparaître la constante de relaxation. Bon, je vous dis pourquoi tout de suite. Parce que plus tard, toutes les expressions vont être de la forme avec des termes oméga tau. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous êtes trompé.
Les expressions sont beaucoup plus légères si on fait comme ça. Allez, on fait les maths maintenant. Donc l'objectif, après avoir remanié cette équation de Maxwell, cette équation différentielle, c'est de trouver, d'expliciter chaque terme que j'ai mis en couleur. Le terme rouge, il faut l'expliciter. Le terme vert, il faut l'expliciter. Et sigma étoile, en violet, il faut l'expliciter. Eh bien, on va d'abord reposer les choses. Upsilon étoile, sa définition, c'est, le module complexe de la déformation, c'est upsilon 0 exponentielle de i oméga t. La relation qu'il y a entre la contrainte complexe et la déformation complexe, c'est le module complexe. J'ai juste reposé. Et maintenant, on réfléchit en faisant des maths. Je veux trouver chaque terme que j'ai mis en couleur. Alors, le premier terme que j'ai mis en couleur rouge, c'est la dérivée de upsilon étoile, rapport au temps. Donc, je remplace upsilon étoile par son expression, c'est upsilon 0 exponentielle de i oméga t. Je vais effacer un petit peu ce que j'ai pu mettre avant pour avoir de la place pour écrire des choses. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? D de upsilon 0 exponentielle de i oméga t sur dt. Upsilon 0, c'est un terme constant, je peux le mettre devant. Donc après, ça revient à dériver d dériver exponentielle de i oméga t par rapport au temps. J'utilise ma formule qui est ici. Ma variable, c'est le temps. Donc je dérive la fonction qui est en exposant par rapport au temps. Donc quand je la dérive, eh bien, ça va être i oméga. Quand je dérive la fonction qui est en exposant par rapport au temps, il reste i oméga, c'est le u'. Et je remets la fonction exponentielle de i oméga t. Au final, ça revient à dire que j'ai i oméga, change l'ordre des termes, exponentielle de i oméga t. Mais ça, c'est quoi? C'est upsilon étoile. Donc, en fin de compte, i oméga, upsilon étoile, ce que j'ai écrit ici. Ça va pour la dérivée? On va le faire plein de fois. Je pense qu'après, vous allez bien mémoriser toutes ces formules et ces gymnastiques de l'esprit. OK? Donc, on a explicité le terme rouge dans l'équation différentielle. On va faire pareil pour le terme vert. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer sigma étoile par l'expression E étoile, upsilon étoile. E étoile, le module complexe, ne dépend pas du temps. Donc, je le sors de la dérivée. D de sigma étoile par rapport au temps, c'est égal à D du module complexe upsilon étoile par rapport au temps. Mais le module complexe ne dépend pas du temps, donc ça fait E étoile D de upsilon étoile sur dt. Et qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire apparaître un terme qu'on a explicité sur la ligne du dessus. La dérivée de la déformation complexe, c'est i oméga fois la déformation complexe. Donc, je viens de trouver à quoi est égal le terme vert. Il me reste à expliciter le terme violet. Eh bien, je vais le remplacer, sigma étoile, par la formule qui est en violet ici,
E étoile, epsilon étoile. Comme ça, j'aurai une expression, après avoir explicité le terme rouge, le terme vert et le terme violet, j'aurai que des termes où il y aura la déformation complexe. Donc, on y va calmement. Tau fois E fois le terme rouge, I oméga epsilon étoile, égale tau fois le terme vert. Le terme vert, c'est ça. Epsilon E, c'est E étoile, I oméga epsilon étoile. Et le terme violet, c'est ça. C'est E étoile, epsilon étoile. On voit alors qu'on peut supprimer tous les déformations complexes. Il nous reste cette ligne-là. C'est-à-dire tau E, I oméga, égale tau E étoile, I oméga plus E étoile. Je peux mettre en facteur ici E étoile. Et donc, ça fera E étoile facteur de 1 plus I oméga tau. Voilà, on voit le terme apparaître oméga tau. On aura plein de termes de ce type-là. Est-ce que ça va ou je vous ai perdu? Une question? Je vois pas comment le epsilon étoile, on peut l'enlever. Il y en a deux à droite et un à gauche. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais je vois pas. Eh bien, je vais réécrire une ligne de plus alors. Pour à droite, je peux mettre epsilon étoile en facteur de tau E étoile I oméga. Donc je l'ai mis en facteur, il me reste tau E étoile I oméga plus E étoile. Donc tu as la déformation complexe à gauche, tu as la déformation complexe à droite. Je vais simplifier. Alors là, je l'ai mis en facteur, là, je ne l'avais pas mis en facteur. Est-ce qu'en le mettant en facteur, c'est plus clair pour toi? Ok. Je vais effacer un petit peu, j'en ai un peu partout. Quel est notre objectif? Résoudre un système de Maxwell avec les notations complexes. C'est-à-dire, précisément, je veux l'expression mathématique de la partie réelle du module complexe et je veux la partie imaginaire du module complexe. Voilà, c'est ça notre objectif. On n'a pas tout à fait fini, on n'a pas tout à fait atteint ceci, il nous reste encore une petite ligne de calcul, ou deux. Je vous laisse noter. Alors, vous imaginez faire cette gymnastique avec des cosinus et des sinus? C'est là que c'est un peu lourd. Hein.
Est-ce que je peux passer? Pas d'objection pour quelqu'un? Je passe. Okay. Donc, continue. Je vais faire apparaître la moitié du slide précédent et le nouveau slide. On voit la continuité. Donc, on en est arrivé à cette expression finale. E étoile facteur de tout ça est égal à ça. Donc, E étoile va être égal à, donc, mon crayon, E étoile que je cherche, c'est égal à ce terme-là, divisé par ce terme-là. C'est ce que j'ai écrit ici. OK? Je cherche E étoile, donc c'est égal à ça, divisé par ça. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche la partie réelle et la partie imaginaire de E étoile. Le souci, c'est que j'ai un nombre complexe au numérateur et j'ai un nombre complexe au dénominateur. Donc, je ne peux pas encore répondre à la question que je viens de poser, que vaut E', que vaut E seconde, pourquoi j'ai un nombre complexe en haut et j'ai un nombre complexe en bas. Donc, on fait une astuce. On ne la voit pas, l'astuce. Ce qu'on va faire, on essaie de faire apparaître une identité remarquable. L'identité remarquable qu'on veut utiliser, c'est A moins B, facteur de A plus B, égale A carré moins B carré. Donc, ce qu'on fait, c'est que ici, j'ai A plus B. Donc, je vais le multiplier. Non, si ça marchait. Par A moins B. Il ne faut pas que si je rajoute un truc en bas, pour que ça soit toujours égal, il faut que je le rajoute en haut. Comme ça, mon expression de étoile, je ne l'ai pas modifiée. C'est toujours la même que celle-ci, puisque j'ai multiplié par quelque chose en bas et j'ai fait la même chose en haut de ma fraction. Mais l'intérêt, c'est qu'en bas, j'ai A plus B, facteur de A moins B. Donc, je vais écrire que c'est A carré moins B carré, avec A égale 1 et B égale I oméga tau. Donc, A carré, je fais l'affront, je le mets ici. A carré, ça fait 1. Par contre, B carré, c'est égal à quoi? Que est égal à B carré? Que vaut I carré? Vous mettez dans le chat que veut I moins 1. Voilà. Donc, on a moins oméga carré au carré. Donc, quand on développe l'identité remarquable, A carré moins B carré, eh bien ici, à cause du I carré, le moins s'est transformé en plus. Parce que en bas, je fais encore une couleur, donc, en bas, tout ça, quand je développe l'identité remarquable, A carré, ça fait 1 moins oméga carré tau carré. Donc en bas, je trouve au final 1 plus oméga carré tau carré. OK? Vous voyez que l'astuce, en utilisant cette identité remarquable, nous a fait disparaître au dénominateur le nombre complexe I. C'est ça l'astuce. Bon, après, en haut, ben, on n'a plus qu'à développer. Je vais peut-être enlever mes gribouillis pour voir quelque chose. Je développe E I oméga tau et à multiplier par ça. Donc, je développe, je supprime la parenthèse. Donc, j'ai E I oméga tau fois 1, ça me fait ça, plus E I oméga tau fois moins ce machin. Attention, il va y avoir un I carré. Avec le moins, ça va faire un plus et on obtient ça. OK?
fasse un peu mes rajouts. Donc l'objectif, c'est avoir E étoile égale une partie réelle plus une partie complexe, c'est-à-dire plus I quelque chose. Donc après, on n'a plus qu'à identifier partie réelle égale partie réelle. Donc si j'identifie, partie réelle, la voilà. La partie réelle, la voilà. La partie imaginaire, elle est là. Et la partie imaginaire, c'est schlac, schlac, schlac. Et voilà. Et donc le résultat proprement, là, sont mes lassos, ça donne ça. Et vous voyez qu'on a plein de termes oméga taux. Si vous avez un oméga carré et un taux, et pas taux carré, c'est que vous avez fait une erreur de calcul. C'est bon, vous n'êtes pas mort? C'est dit, hein, c'est très très matin. Il faut l'ingurgiter. C'est pour ça que je vous invite à ne pas traîner, à l'écrire, le réécrire, pour bien comprendre tout ça. Alors, vous inquiétez pas, hein, encore une fois, vous n'avez absolument pas commencé les exercices. Mais malgré tout, les exercices soient profitables. Oui, pourquoi? Tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui corrige, Elio? Je sais pas comment elle doit comprendre le symbole. Donc, Xavier, tu résistes encore un peu, 10 minutes, tu pourras aller manger tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a trouvé l'équation mathématique de E' et de E seconde, puisque tangente d'état, tangente delta, on sait que c'est E seconde sur E', il faut faire le rapport des deux expressions mathématiques et on trouve une expression toute simple au final qui est égale à 1 divisé par oméga tau. Bien. On va un petit peu démarrer avant la pause, on résiste encore même si on a faim, faire tout ça pour un modèle de Kelvin. Je peux effacer mes rajouts. Alors, je vais monter le slide. Et voilà, modèle de Kelvin-Vogt, c'est tout blanc, à vous de travailler. Alors, on va redémarrer en douceur. Il faut aller chercher l'équation différentielle de Kelvin-Vogt qu'on a faite ensemble. Donc, je vais l'écrire, parce que vous ne l'avez peut-être pas sous les yeux. Encore une fois, ce n'est pas à prendre par cœur. Moi, je suis en train de la recopier. Parce que ce genre de démonstration, c'est on fait la démonstration et on n'apprend pas par cœur toutes ces équations différentielles. Voilà ce qu'on a fait ensemble hier. On a obtenu cette équation différentielle pour un système de Kelvin-Vogt. On dessine, si vous voulez, un système de Kelvin-Vogt.
Il y a un ressort en parallèle avec un piston. Le piston est caractérisé par état, le ressort par son module ion. Alors, donc on a fait ça ensemble, cette équation différentielle. Là, on est en train de faire des sollicitations sinusoïdales. Donc, je mets les complexes. La contrainte est complexe, la déformation est complexe. Voilà, je n'ai plus qu'à rajouter mes petites étoiles. Ah ben moi, Mokhtar, je t'invite à refaire les démonstrations. Hein. Enfin, sauf si tu veux apprendre tout ça par cœur. D'abord, tu n'auras pas forcément un modèle de Maxwell à l'examen ou un modèle de Kelvin-Gaud, donc il faudra que tu l'appliques au modèle de l'examen. De temps en temps, dans le modèle de l'examen, il sera imbriqué un modèle de Maxwell ou un modèle de Kelvin-Gaud, donc il faudra refaire ce qu'on a fait ensemble. Mais enfin, moi, je te déconseille d'apprendre ça par cœur. Hein. Quelle horreur. Tu vois, même ça, moi, je ne le sais pas par cœur. Je prends 1 minute à me refaire la démonstration. Même pas 1 minute, elle est tellement rapide avec Kelvin. Mais je ne l'apprends pas par cœur. C'est une horreur d'apprendre tout ça par cœur. On réécrit calmement les choses. Et pour vous accompagner, et je considère que c'est la démarche à faire, bah, ça sera la première question de l'examen. Redémontrer ça. Voilà. Non? Oui, il y a une question? Madame, c'est un E ou une parenthèse en dessous de modèle de Kevin Wolf? Oula. C'est ça ta question, c'est là? Non. Dans la formule, modèle de epsilon, c'est un E? Là? Non, Là, ça, à gauche. Là. à gauche. Là, c'est le module du Ah, voilà. Ok, ça marche. Merci. module du Mon perso, je passerai à la question 2. Alors, Elliot a tort. Sincèrement, assurez-vous les points en refaisant les démonstrations du cours. C'est un conseil d'amis. Hein. Après, c'est vous qui faites. Donc, on recommence ce qu'on a fait. Suivant quoi? Que epsilon étoile égale epsilon 0 exponentielle de I oméga t et que E. Oui, on est amis, Elio. Je ne connais pas encore, mais on est amis. Sigma étoile est égal E étoile epsilon étoile. Voilà. Vous êtes très sympathique. Donc, on a notre équation différentielle qui est propre à Kelvin-Vogt. Ça, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure pour traiter le système de Maxwell. Donc, vous faites pareil. Je vais un petit peu chercher. Alors, je note les noms qui disent que j'écrive mal. Donc, il y a déjà eu tout à l'heure... Donc, il y a Gianluca, il y a... Je blague, hein. Oui, c'est un piston. Un beau piston. Moi, je le trouve beau. On verra si vous ferez mieux. Allez, quelques minutes de réflexion, puis de toute façon, je vous laisserai un petit peu chercher. Donc, notre équation différentielle propre au système, Kelvin-Voigt. Nos formules sur lesquelles on travaille, une déformation complexe, c'est epsilon 0 exponentielle de I oméga t. La relation entre la contrainte complexe et la déformation complexe, eh bien, c'est le module complexe pour lequel on cherche toujours l'objectif,
c'est trouver E' et trouver E seconde. C'est ça la question de l'exercice. C'est des E. Donc, je vous laisse regarder un petit peu vos notes, essayer de démarrer. Et puis dans 3 minutes, de toute façon, on fait la pause. Et après, de toute façon, j'afficherai le résultat. Alors, le calcul, vous verrez, il est beaucoup plus rapide que Maxwell. Écoutez, c'est l'heure de la pause. Vous pouvez aller vous restaurer pour ceux qui ont faim ou prendre un petit café.